J'avais prévu pour parler de cette thématique des problèmes de santé de mon bébé, de faire un vlog, mais j'ai réalisé que en fait, tout le long de la vidéo, c'était surtout pour m'aider moi parce que j'avais besoin de penser à autre chose pendant cet après-midi où mon bébé allait être hospitalisé pour qu'on puisse voir quels étaient les soucis, etc. Mais je me suis mise à la place des parents qui cherchent des solutions, qui essaient de mieux comprendre leurs enfants, etc., qui parfois ont besoin d'encouragement. Et je me suis dit que ce format-là n'est pas quelque chose qui aurait pu m'aider moi. Du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo beaucoup plus explicative. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des problèmes de santé de bébé Chouki. Donc ça a commencé très tôt, ça a commencé quand il avait déjà 2 semaines où je trouvais qu'il régurgitait énormément. Et j'en ai parlé au pédiatre qui m'a dit non mais madame, ça arrive à tous les bébés d'avoir des reflux. Tous les parents, dès qu'ils voient leur bébé qui régurgite, oh là là, ils sont en mode RGO, machin, etc. Votre bébé a juste des reflux normaux. Voilà, il a regardé un peu sa bouche, il a dit non mais voilà, c'est tout à fait normal, blablabla, que genre le petit truc qui empêche en fait à ce qu'il y a dans l'estomac de remonter, que c'est immature à son âge et que c'était tout à fait normal qu'il y ait des reflux. Il faut savoir que ce monsieur n'a jamais pris la peine de nous demander quelle était la fréquence de ces reflux et qu'en fait nous quand on disait qu'il y avait énormément de reflux, il y en avait énormément. À l'époque déjà, quand on disait oui que notre enfant régurgitait énormément, on était quand même sur 15 à 20 reflux par jour. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut savoir que quand mon fils a 15 à 20 reflux par jour, on est sur une bonne journée, on est sur une journée plutôt calme, voilà. Les journées les plus atroces sont vraiment quand on est à environ, je dirais, 15 reflux, limite dans l'heure, voilà. Donc on n'est clairement pas sur la même quantité, comme vous pouvez supposer. Et une chose qui a commencé déjà un peu à me mettre la puce à l'oreille concernant le fait de compter plus ou moins le nombre de reflux, c'était que j'entendais pas les autres parents dire qu'ils avaient besoin d'autant de bavoir. Tu sais, c'est un truc, alors ça peut paraître vraiment très bête, mais moi je me suis dit, je me suis renseignée comme tout le monde, voilà, sur le nécessaire de bébé quand il va naître, etc., les bavoirs, machin et tout et tout. Et on était parti sur une base de 7 à 10 bavoirs, voilà. Et moi, je me disais, mais je ne comprends pas. Que font les gens avec cette bavoir? Ils font 30 minutes? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que mes amis me disaient, ah, Soline, est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour bébé, machin, etc., patati patata, je disais toujours des bavoirs. Ils me disaient, mais oui, mais tu nous as déjà dit ça la dernière fois. J'ai dit, oui, mais j'en ai encore besoin. Voilà. J'ai acheté des bavoirs sur Amazon, mais des packs de 10 bavoirs, des packs de... Et quand je dis des packs de 10 bavoirs, j'en ai pas pris qu'un. Chez moi, je dois avoir 70 bavoirs, tu vois, histoire de dire que on a un roulement, tu vois. Et il faut vous dire qu'on fait une lessive tous les jours ou tous les 2 jours. De lessive de bébé, exclusivement, parce que nous, on peut, hein, on n'est pas dans l'équation, tu vois. Et, déjà ça, c'était un truc, parce que je me disais, mais j'ai pas l'impression d'entendre les autres parents dire à longueur de journée qu'ils ont à ce point besoin de bavoir tellement leur bébé régurgite, tu vois. Donc déjà là, j'ai commencé à me dire, bon, je trouve quand même que c'est déjà un peu bizarre. Ensuite, quand il mangeait, il a commencé à prendre des espèces de petites pauses dans ses biberons, mais ça ne ressemblait pas à des pauses voulues, en fait. Je m'explique. Par exemple, mon fils, c'est quelqu'un qui est très curieux, tu vois. C'est-à-dire qu'il va prendre son biberon, il va voir le chat passer à côté, il va tourner sa tête, il va le regarder. Il va voir, je ne sais pas si c'est son papa qui lui donne à manger, il va me voir passer, boum, il va tourner sa tête, il va arrêter de prendre son biberon, et puis ensuite il va le reprendre. C'était pas des pauses qui avaient l'air voulues, c'était des pauses comme si il y avait quelque chose qui le dérangeait, mais qu'en même temps il avait faim. Donc ça fait qu'il repoussait le biberon, mais en même temps il le voulait. Donc ça faisait vraiment j'ai faim, mais en même temps j'arrive pas à manger. Donc, ensuite il y a eu un peu cette petite phase-là de il y a un problème. Fondamentalement, quand il mange, il y a un problème. Alors dans tout ça, j'ai pas encore parlé de la méthode d'allaitement. Moi, j'ai allaité mon fils un mois au sein. Pendant ce temps, c'était de l'allaitement mixte avec le biberon parce que, alors je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais l'allaitement s'est très mal passé. J'ai eu des crevasses dès le début. J'ai pas fait appel à une conseillère en lactation parce que c'est vrai, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo,
ma confiance dans le personnel médical. Voilà. Donc, faire rentrer quelqu'un dans quelque chose d'aussi intime pour moi que l'allaitement que je voulais avoir avec mon bébé, j'avais pas envie en fait de faire rentrer quelqu'un d'autre dans l'équation et j'avais pas envie de prendre le risque qu'on me balance au visage que peut-être j'étais une chochotte, que c'est moi qui faisais mal, que voilà, j'avais pas du tout envie que ça arrive parce que j'étais très traumatisée de l'accouchement que j'avais vécu. Donc, je n'ai pas fait appel à une conseillère en lactation. Par contre, j'ai dit à mon pédiatre, oui, voilà, à chaque fois que quelqu'un a vu comment mon bébé prenait le sein, à chaque fois, on m'a toujours dit, il le prend bien. Il le prend bien, donc les gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais des crevasses, etc. Parce qu'il ne prenait pas que le mamelon, il prenait vraiment toute l'aréole à chaque fois et tout. Donc, je lui ai dit, est-ce que c'est pas un problème de frein de langue, parce que j'ai vu que parfois ça peut arriver, etc. Il m'a rayonné en me disant, oh voilà, vous savez, tout le monde a un frein, hein. Hein, vous en avez un, hein. Moi aussi j'en ai un, tout le monde en a un. Donc voilà, les parents, voilà, ça y est, dès que le bébé peut-être pas bien, oh, frein de langue, frein de langue. Donc bon, je n'ai pas insisté, voilà. Et c'est vrai que comme je voyais à la prise de ces biberons qu'il y avait un souci, voilà, comme je vous ai dit, il prenait le biberon, il essayait de le faire partir, en même temps il le voulait, etc. Ou bien il pleurait et tout. Ça fait que, honnêtement, donner le biberon à mon bébé, c'est quelque chose qui me rassurait. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu donnes le biberon, tu vois la quantité de lait que ton enfant boit, tu vois. Alors certes, au niveau du sein, tu vois, parce que tu as un sein qui est gonflé, tu as l'autre ton sein qui est gonflé, t'as l'autre qui ne l'est pas, voilà, parce que tu viens d'allaiter, donc voilà, forcément ton sein a dégonflé. Mais tu sais pas quelle quantité exactement il a bu. Et je sais que moi, alors à travers toutes ces petites choses-là où je voyais qu'il y avait un souci, où vraiment il y a eu le déclic, parce que à côté de ça, il y a eu aussi des petits soucis de peau. Voilà, je voyais des plaques d'eczéma qui commençaient à arriver. Donc c'est vrai que moi, en fait, comme je fais de l'eczéma, je vois facilement quand une plaque d'eczéma va arriver. Tu vois, quand la peau commence déjà à changer un peu de texture avant même que la plaque ne soit installée. Donc, je voyais les plaques d'eczéma arriver, les plaques dans ses cheveux, etc. et tout. Et je me disais, tout ça combiné, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, mais j'essayais juste d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui lui cause de l'inconfort, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Où ça s'est vraiment accéléré, c'est au niveau de sa prise de biberon, parce que du coup, il buvait en moyenne, je dirais, 800 à 900 millilitres par jour, selon ce qu'il était censé boire, etc. et tout. Et il est passé de ça à 500 millilitres. Donc j'ai été quand même très contente d'avoir le biberon parce que si j'avais été au sein, je ne sais pas si je me serais forcément rendu compte de la quantité de lait qu'il buvait. D'autant plus que, alors du coup, mon fils, ça n'a jamais été quelqu'un qui boit comme il est censé boire. Dans le sens, il ne boit pas la quantité qu'il est censé boire. Dans le sens où, je sais pas, on te dit par exemple de faire des biberons de... Selon l'âge, tu sais, on te dit, ah, c'est des biberons de 120, ah, c'est des biberons de 150, ah, c'est des biberons de 180. Et puis, il y a des espacements de 3-4 heures, de 2-3 heures, etc. Des choses comme ça. Lui, il a jamais bu comme ça. Il pouvait boire, par exemple, un biberon de 150 millilitres et en vouloir un autre 1 heure plus tard, comme il pouvait boire un biberon de 120 millilitres et ne pas boire pendant 4-5 heures et ensuite demander un autre biberon, tu vois. Donc, j'ai jamais pu forcément m'attacher à ces trucs vraiment très précis de non, mais c'est toutes les 3 heures, c'est toutes les 4 heures, c'est telle quantité, tout en sachant que ton bébé, par exemple, à l'heure actuelle, il est censé boire des biberons de 180. Mon fils ne boit pas de biberons de 180. Son maximum, ça doit être, je dirais, entre 120 et 150. Et de toute façon, tu peux pas obliger un nouveau-né à boire s'il veut pas boire, en fait. Tu sais, les gens sont là. Non, mais à son âge, c'est des biberons de 180, espacés de 4-5 heures. Mais madame, si quand je mets le biberon dans sa bouche, il l'enlève, je fais quoi? J'ouvre sa bouche et puis j'envoie le lait comme ça dans sa gorge. Les gens sont exceptionnels. Enfin bon. Et du coup, alors peu importe le nombre de biberons qu'il prenait par jour, il est passé des 800-900 millilitres qu'il était censé boire et qu'il buvait à 500 millilitres. Donc déjà ça a vraiment fait
comment dire, ça a vraiment été du jour au lendemain. Genre, lundi, il buvait ses 900 millilitres comme d'habitude. Mardi, boum, maximum qu'il avait fait, c'était genre, je crois, 560 millilitres. Genre, en mode, c'est bizarre ça quand même et tout. Et ensuite, de 560 millilitres, il est passé à boum, 200 millilitres. Dans toute la journée, c'était ce qu'il avait bu. Et quand je dis ce qu'il avait bu, c'était vraiment des biberons, mais difficiles. C'est-à-dire que il buvait des 5 millilitres par-ci, des 10 millilitres par-là, des 30 millilitres par-ci. Et c'était compliqué pour lui. Ça se voyait que c'était compliqué. C'est-à-dire, il buvait, il pleurait. Il y avait vraiment ce côté de je crève la dalle, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'empêche de manger, était décuplé fois 1000. Tu vois, fois 1000. Et avant que tout ça n'arrive, j'avais déjà parlé au pédiatre. Je lui avais déjà dit oui, est-ce que c'est possible de lui faire des examens complémentaires parce que ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il m'avait dit, ah, votre fils, il perd pas de poids, ah, votre fils, il n'y a pas de sang dans ses selles, il ne vomit pas du sang, etc. Et en fait, le truc, c'est que tu n'as pas besoin d'en arriver là pour qu'on ausculte ton enfant. Parce que, en fait, c'est grave quand il y a du sang dans ses selles, qu'il vomit, etc. On est obligé d'en arriver au sang, à des choses comme ça. Peut-être que ton enfant finisse aux urgences pédiatriques pour que on veuille bien ausculter ton enfant. Je trouve ça vraiment inadmissible. Bref, quand j'ai vu qu'il est passé à 200 millilitres qu'il buvait par jour, il a fait ça peut-être 2 jours. Je n'ai pas laissé ça traîner plus longtemps que ça. J'ai pris la décision. Donc, je tiens à vous dire que je ne vous incite absolument pas à faire la même chose que moi. J'ai fait ce qui me semblait être le mieux pour mon enfant. Et honnêtement, si c'était à refaire, je referais la même chose parce que mon fils est passé de 200 millilitres qu'il buvait à sa quantité habituelle de lait, voilà, qu'il buvait, donc les 900 millilitres. J'ai décidé de prendre un lait qui était appauvri en protéines de lait de vache. Il faut savoir qu'on ne peut pas se procurer comme ça du lait sans lactose. Il faut que ça soit sur ordonnance. Et donc, nous, on ne l'avait pas vu que le médecin était en mode non, mais pourquoi vous parlez d'allergie aux protéines de lait de vache, machin? J'ai essayé d'expliquer au monsieur, j'ai une allergie aux protéines de lait de vache. Non, mais ça, c'est réservé qu'aux enfants. Les adultes n'ont pas ça. J'ai ça. Voilà. Je n'ai pas une intolérance. Il faut savoir qu'il y a une différence entre l'intolérance au lactose et l'allergie aux protéines de lait de vache. L'intolérance, ça va plus te provoquer des diarrhées, un inconfort intestinal, là où l'allergie, ben en fait, c'est une allergie. Moi, si je bois du lait, j'ai pas la diarrhée. J'ai pas mon estomac qui me fait mal. Si je bois du lait, j'ai des plaques. J'ai des plaques d'eczéma, j'ai des plaques rouges au niveau de la gorge. J'aurai des boutons, des choses comme ça, mais j'aurai pas de choses liées à de l'intolérance. J'aurai vraiment un rapport allergique. Et donc, j'essayais d'attirer l'attention au pédiatre sur le fait que potentiellement, peut-être que comme mon enfant avait ça. Encore une fois, je ne suis pas là pour te dire « Ah, mon fils a ça, machin, etc. » J'ai pas fait tes 10 ans d'études et je ne suis pas là pour prétendre les avoir fait. Tu vois, je ne suis pas là pour ça. Il n'a jamais voulu nous écouter. Du coup, comme je vous ai dit, je l'ai passé au lait qui était appauvri en protéines de lait de vache. Du coup, des 5-10 millilitres qu'il arrivait à boire avec son lait normal, il est passé à son biberon normal, c'est-à-dire, disons, je sais pas moi, à 6 heures du matin, il a bu 5-10 millilitres, on est allé à la pharmacie, on a acheté le lait appauvri, on est rentré, on lui a fait le biberon, il a envoyé sur lui 150 millilitres, boum, et voilà. Juste, voilà. Donc, ça n'a pas non plus été la solution, parce que ça a marché un temps, je dirais que ça a marché peut-être 7 à 10 jours. Il faut savoir que pendant ce temps-là, il a vraiment eu des flatulences, mais qui puaient. Et j'étais passée en mode, haha, vraiment, mais ça faisait peur en fait, parce que tu te disais, mais il y a peut-être quelque chose qui, enfin, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Dites-vous qu'à côté, tu sais, quand tu es dans ta voiture derrière la voirie et que ça pue, ça sentait meilleur que ce qui sortait de son corps. Tu vois, quand je vous dis que ça puait, ça puait. On est passé des selles jaune or que tu es censé avoir à des selles jaune verdâtre façon. On est passé de ce jaune verdâtre là à vraiment une espèce de vert kaki. Ensuite, du vert kaki, on est passé vraiment à un vert spiruline, donc un vert genre limite un peu plus foncé que ça, tu vois, très vif et tout, et très liquide.
Et de verre liquide, genre dites-vous, une couche c'était verre liquide et boum, ensuite après on est passé à du jaune très pâle, presque blanc. Et moi on m'a toujours dit que dans les selles de bébé, les selles blanches, c'est une urgence pédiatrique, que c'est grave, etc. et tout. Donc encore une fois, nous on a pris la décision de rechanger de lait et de le laisser en lait épaissi, voilà. Ou on s'est dit soit on le remet en lait épaissi, soit on fait moitié-moitié. Alors pareil, il faut savoir que quand on a décidé de changer de lait, on a fait quand même des mélanges, hein. Voilà, on a fait moitié le lait normal qu'il buvait, donc qui est du lait épaissi. Pareil, qu'on a décidé de nous-mêmes de lui donner, parce que même si le pédiatre nous disait non, ça sert à rien, il régurgitait moins avec le lait épaissi qu'avec le lait normal non épaissi. Donc quand je dis lait normal, sachez que c'est du lait épaissi. Donc au début, on a fait moitié-moitié, donc lait épaissi et lait appauvri en lactose. Ensuite, on est passé au lait appauvri en lactose. Et quand on a vu que ces selles commençaient à être dangereuses, on est repassé en moitié-moitié, c'est-à-dire appauvri en lactose, épaissi. Et par la suite, simplement épaissi. Donc là, ces selles sont redevenues normales, etc. Mais il continuait à vomir énormément, à régurgiter énormément. Et surtout, en fait, le truc, c'est que quand il régurgitait, depuis le début, en fait, ces régurgitations avaient toujours une odeur un peu acide. Donc, ça faisait vraiment, ça faisait pas, ah, c'est juste un reflux comme ça faisait vraiment, il y a comme quand toi tu vomis, tu vois, et que genre limite tu vomis ta bile ou des choses comme ça, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'avais un rendez-vous avec ma sage-femme qui me fait ma rééducation du périnée. Et j'étais crevée et tout. Elle me disait, mais qu'est-ce qui va pas? Je vois que ça va pas et tout. Et je lui disais, non, mais que avec mon fils, on sait pas quoi faire parce que ça va pas. À chaque fois, le pédiatre, il nous écoute pas et tout. Qu'il passe sa vie à régurgiter. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai des rendez-vous avec ma pédiatre, je suis très souvent en retard. Très souvent en retard parce que, ben, en fait, il faut toujours dealer avec les régurgitations de mon fils, en fait. Toujours, toujours. Et en fait, même si tu prends de l'avance, ben, tu es obligé de composer avec ces régurgitations. Surtout que lui, en fait, il vomit beaucoup en jet. Par exemple, moi, je sais que sur Instagram, on m'a déjà dit, ah mais Soline, pourquoi tu ne mets pas de linge sur toi, etc. Mais en fait, le truc, c'est que comme il vomit en jet, par exemple, mon chéri peut très bien le tenir et que quand il vomit, ça atterrisse sur moi. Ça fait un jet. C'est un projectile. Tu vois, ça atterrit sur le canapé, ça atterrit sur des coussins, ça atterrit par terre. C'est pas il régurgite et puis ça coule comme ça le long de sa bouche. Ça peut arriver. Mais il y a aussi les jets, tu vois. Donc tu sais, tu es là, tu t'es préparé, machin, boum, t'as un vomissement en jet. Tu rechanges, machin. Puis moi, il y a des moments, je me dis, je m'en fous, je vais avec mon vêtement rempli de vomi, advienne que pourra, tu vois. Et elle m'a dit, mais vous devriez voir un gastropédiatre. Donc, il faut savoir que elle, alors je lui fais vraiment confiance parce qu'elle m'avait déjà recommandé une ostéopathe qui m'avait beaucoup aidée. Donc, je me suis dit, bon, elle m'a déjà proposé un professionnel de santé qui fonctionne bien. Du coup, je lui fais confiance et je vais faire appel à ce professionnel-là qu'elle me recommande encore. Du coup, on a pris rendez-vous avec le gastropédiatre. Quand il l'a vu, en fait, ça a été très simple, hein. Mon fils lui a vomi dessus, donc comme ça, c'était posé. Il a pu voir le type de régurgitation qu'il y avait, etc. et tout. Et surtout, en fait, il nous a posé les questions de fréquence, etc. Tout ça, tout ça. Donc, ça a été quelqu'un de très bienveillant qui, je pense aussi, a compris tout le côté exaspéré qu'on pouvait avoir et qui a fait vraiment un effort de nous faire beaucoup de... Je sais pas si on peut dire que c'est des compliments, mais je sais que par exemple, quand je lui expliquais les problèmes de mon fils, il me disait, ah, vous employez vraiment les bons mots, etc. Ça se voit que vous avez fait des recherches, etc. Tout ça, tout ça. Et je sais que c'est pas des trucs de ouf, mais je trouve que dans le corps médical, surtout comment les médecins ont tendance à se comporter avec leurs patients, c'est des choses qu'ils n'étaient pas obligés de dire, vous voyez, et qui étaient là pour nous rassurer et pour mettre de la valeur sur le discours qu'on tenait, et qu'il n'était pas obligé de faire ça. Vous voyez, il aurait juste pu diagnostiquer ce qu'il avait sans pour autant
nous rassurer, avoir vraiment tout ce discours très bienveillant autour de notre façon de parler, notre façon d'aborder les choses. Voilà, pareil pour le changement de lait, etc. et tout. Il a très bien compris notre démarche. Il a dit que lui aussi, il soupçonnait une allergie aux protéines de lait de vache. Donc, on lui a fait une prise de sang qui n'a pas été concluante. La prise de sang n'a rien montré de particulier. Donc là où il nous a dit qu'il y a un problème allergique parce qu'il y avait des taux dans sa prise de sang qui étaient très bas, mais que ce n'était pas concluant pour les protéines de lait de vache ou le soja, mais du coup qu'il faudra refaire des analyses de sang complémentaires parce que il y a vérifié l'allergie aux protéines de lait de vache, mais qui est retardée. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai cru comprendre, le même test pour voir genre à l'instantané, parce qu'il a dit qu'il y a des allergies qui peuvent en fait agir, mais plus tard. Et que du coup, c'est pas le même type de test qu'il faut faire pour ces allergies-là, mais que en tout cas, que ça soit le lait ou autre chose, il y a bien un problème allergique. Voilà. Donc, il nous a dit qu'il y a bien un RGO, mais que du coup, il préférait faire des examens complémentaires pour bien comprendre l'étendue des dégâts, pour en fait pas... En fait, ce qu'il ne voulait pas, c'était juste soigner les symptômes, mais vraiment soigner ce qui ne va pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié parce que il essaie vraiment de comprendre ce qui ne va pas. Du coup, il nous a donné du Gaviscon et le Doliprane pour bébé, le temps de faire les examens, etc. Déjà pour que bébé Chouki ait moins mal, et ensuite pour que le Gaviscon puisse l'aider avec son estomac et tout et tout. Ensuite vient le moment de la fibroscopie, où le médecin voulait regarder l'étendue des lésions, voir ce qui n'allait pas, etc. Du coup, on me ramène mon fils et tout. Le médecin passe dans la chambre 30 minutes plus tard et il me dit qu'il a une œsophagite chronique. Donc chronique, ça veut dire qu'en fait, il y a des ulcères qui sont présents, mais qui sont anciens. Voilà, que c'est là depuis un moment que c'est installé. Il a une œsophagite chronique, il a une gastrite, donc voilà, et qu'il a une hernie hiatale. Donc en gros, il y a des lésions dans son estomac, dans son œsophage, et en fait, l'hernie hiatale, en fait, l'estomac, entre l'estomac et l'œsophage, il est censé y avoir une espèce de clapet, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour que ce qu'il y a dans l'estomac ne remonte pas dans l'œsophage. Et du coup, dans le cas de mon fils, comme cette chose-là, soit ne fonctionne pas bien, soit il y a une malformation à ce niveau-là, donc c'est quelque chose, et il devra faire des échographies pour voir ce qu'il en est. En fait, il y a une partie de son estomac qui remonte dans son œsophage. Voilà. Donc, il commence son traitement bientôt. Voilà, c'est un traitement qui se compte... enfin, pour voir les améliorations, on compte ça en mois, voilà. Donc, en fait, les symptômes vont s'arranger d'ici 15 jours, 3 semaines. Ça veut dire que vraisemblablement, soit il aura moins d'inconfort, soit il va peut-être moins régurgiter, ou voilà, on ne sait pas encore vraiment où va se situer le mieux. Mais pour que vraiment tout se rétablisse, on compte vraiment en mois et en années, parce que tout ça est vraiment très, très, très abîmé. Voilà, voilà. Et il veut écarter l'hypothèse d'une malformation à quelconque niveau. Donc, il devra passer des examens complémentaires. Donc, voilà. J'espère que tout ça aide soit les parents qui vivent la même chose que moi, etc. et tout. Moi, me concernant, je dois vous avouer que je suis vraiment très en colère. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, même si le pédiatre nous a dit qu'il est content parce que ça a quand même été pris à temps avant que les choses ne deviennent trop graves, encore plus graves qu'elles ne le sont, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que je me dis, depuis le début, j'ai vu qu'il y avait un problème et que si le pédiatre s'était penché dessus, toutes ces choses-là auraient pu être évitées. Voilà. Et c'est quelque chose qui me dérange d'autant plus que, en fait, toutes ces pathologies-là qu'il a, ce sont des choses qui font énormément souffrir. Et mon fils, c'est pas un bébé qui pleure beaucoup, bien qui est forcément très grognon. Donc il a ces moments-là où on sentait qu'il souffrait et tout. Mais en fait, le diagnostic du pédiatre
nous a juste fait nous dire que, en fait, l'enfant souffre. Il souffre tout le temps. Il y a juste des moments où il n'en peut plus de sa souffrance, mais il souffre tout le temps. Et c'est juste qu'en fait, il est là et il attend que ça passe. Et j'ai trouvé ça encore plus triste de se dire que ton enfant est là, il souffre, mais qu'il est tellement, je ne sais pas si on peut dire habitué par cette souffrance-là, qu'il est là et qu'il est résigné dans sa souffrance. Et qu'il y a juste les moments de gros pics d'inconfort où ben vraiment il hurle ou quoi que ce soit et tout et tout. Donc bon, voilà, ça me peine beaucoup, je ne vais pas vous mentir, ça me peine beaucoup, j'ai déjà beaucoup pleuré. Voilà, enfin bon, le traitement commence bientôt. Et même si ce sont des choses qui sont juste là pour masquer, le Doliprane et le Gaviscon lui font beaucoup de bien. Déjà, c'était un bébé ben, plutôt souriant, qui faisait beaucoup de gousi-gousi. Mais c'est vrai que depuis qu'on lui donne ça, alors là, on est sur un full. On est sur un full bonne humeur et tout et tout. Donc, on est vraiment ben, très content. On est vraiment très content. Il a recommencé aussi à bien dormir. Parce que, faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, mais où aussi je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, c'est que mon fils a fait ses nuits. Il a fait ses nuits, je dirais peut-être à un mois et demi. Et à partir du moment où son rapport avec son biberon a commencé à changer, à se détériorer de plus en plus, il a arrêté de faire ses nuits. Donc là, il recommence, alors il ne fait pas ses nuits, mais là où avant on pouvait avoir un réveil toutes les 20 minutes, toutes les 15 minutes et tout, et où il ne dormait pas, au pic du pic où il mangeait entre 500 et 200 millilitres, il dormait peut-être 2 heures par jour. Dans toute la journée, toute la nuit, 2 heures. En accumulant les 15 minutes par-ci, 20 minutes par-là, il ne dormait pas plus. Donc là, on recommence à avoir, voilà, il fait des petites siestes, il fait des petites siestes le matin, il fait des petites siestes l'après-midi. Donc on n'est pas sur des siestes de 2 heures, 3 heures. Hein. Voilà, une fois, il a fait une sieste de 2 heures, mais on n'est plus sur des siestes de 15-20 minutes, ce qui est déjà ben, très bien pour lui, parce qu'on voit que quand il se réveille de sa sieste, il est heureux, donc ça fait plaisir et tout. Et le soir aussi, il dort. Donc certes, il se réveille plusieurs fois dans la nuit. Il se réveille, je dirais, peut-être toutes les 3-4 heures pour prendre un biberon. Alors, entre minuit et 6 heures du matin, il doit se réveiller peut-être 2-3 fois. Ça dépend des jours. Il y a des jours où il va se réveiller moins. Ça dépend aussi des jours. Parfois, il se couche tôt. Parfois, il s'endort peut-être vers 20 heures. À d'autres moments, il va s'endormir peut-être vers 23 heures minuit. Ça va dépendre. Mais en tout cas, il dort. Il dort. Et je n'ai pas fait le cumul, voilà, du temps qu'il dort maintenant. Mais on n'est pas sur des 2 heures. Voilà, il dort beaucoup plus. Et ça se voit sur son humeur parce qu'il est beaucoup plus joyeux. Et donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu aider les parents qui vivent la même chose. Voilà, courage, courage, parce que c'est pas facile d'avoir le personnel médical qui t'écoute pas, qui te croit pas, qui dit que voilà, tu es en train d'affabuler, etc. Moi, des parents qui affabulaient et leur bébé n'avait rien du tout, je n'en ai pas vu. Voilà, j'ai toujours vu des témoignages de parents où on a dit qu'ils affabulaient et au final, leur bébé avait véritablement un problème. Donc, moi, je vous encourage vraiment à tout faire pour votre enfant, tout faire pour être écouté. Et ben, beaucoup de courage. Et voilà. Donc, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!